Donc, pour partir maintenant un petit peu dans les statistiques, dans la recherche aussi, pour que certains des auditeurs puissent trouver un fil commun avec ce qu'ils font dans le domaine de que ce soit fitness, performance, nutrition, etc. Une fois qu'on atteint un certain niveau de connaissance générale dans un certain domaine, je pense que c'est bien de se diriger vers des études scientifiques pour avoir une vue un petit peu pointue ou un aperçu de ce qui se fait à la pointe de la recherche. Maintenant, cela étant dit, c'est pas toujours facile de lire un papier, d'interpréter les résultats. Il y a l'abstrait, il y a le titre, il y a les statistiques, il y a les méthodes appliquées aussi. Il y a le nombre de personnes qui étaient inclus ou le nombre de sujets qui étaient inclus, comme tu as dit, le sample size avant, qui est très important aussi. Donc, parle-nous un petit peu pour commencer, pour quelqu'un qui serait intéressé à lire une étude scientifique, par où on commence, qu'est-ce qu'on regarde, sur quoi il faut s'attarder, est-ce que c'est assez de juste lire le titre, est-ce que c'est assez de juste lire l'abstrait, et je te laisse reprendre depuis là. Alors, je pense que tu connais un bon bout de, de la réponse, évidemment, vu tout ce que tu partages, mais je pense que c'est une question très large. Et essayons de prendre un point après l'autre. Mhm. Évidemment, et je pense comme dans la recherche scientifique ou dans n'importe quelle publication, lire un titre, c'est évidemment suffisant. Surtout qu'en fait, il y a les mêmes dans le journalisme, sur les réseaux sociaux, dans n'importe quel moyen de communication, on essaie de se présenter, de se faire lire et qu'on essaie de chercher un public, il y a un aspect de marketing qui est très très fort. Mhm. Et ça touche aussi la recherche scientifique. Et le choix d'un titre, c'est la même chose que sur une vidéo YouTube où on va faire du clickbait, ou vraiment essayer d'attirer les gens, etc., en faisant des titres vendeurs. C'est la même histoire pour les titres de journaux scientifiques et d'articles scientifiques. On va réfléchir à un titre qui va être accrocheur, dont les gens vont se rappeler. On peut utiliser même des jeux de mots. Par exemple, il y a plusieurs, en économie, il y a beaucoup de titres qu'on utilise. Par exemple, Rage Against the Machine, c'est un titre d'un article qui étudie la révolution, enfin les manifestations contre les nouvelles technologies en Angleterre pendant la révolution industrielle, Mhm. Make Trade Not War. Donc vraiment des titres très accrocheurs qui Ouais. parlent. Donc faites l'amour, pas faites le commerce, pas la guerre. Des titres qui sont très accrocheurs. Donc évidemment, il ne faut pas se reposer pour croire qu'on a appris quelque chose ou qu'on peut conclure de quelque chose là-dedans. L'abstrait, c'est aussi un très bon résumé qui donne les éléments clés. Donc déjà là, on est déjà dans quelque chose de plus précis, où je pense que pour un journaliste, pour quelqu'un qui n'est pas forcément scientifique, je pense que si déjà il a fait la démarche d'aller jusqu'à un article scientifique, qu'il a potentiellement réussi à trier la qualité de la publication, par exemple, en regardant le type de journal, les auteurs, etc., je pense que déjà de lire l'abstrait, il peut se reposer assez fortement sur ce qui se trouve là-dedans, Mhm. vraiment. Je pense que aller plus loin, c'est déjà très difficile. Il faut vraiment, je pense, un background très solide dans la matière, soit scientifique, soit vraiment solide, parce qu'on a l'habitude de lire, c'est vraiment notre domaine, on comprend ce qui va être dit. Mais je pense que pour beaucoup de gens, ça va déjà être pas mal s'ils peuvent aller jusqu'à l'abstract, l'abstrait, le digérer Mhm. et en tirer les conclusions. Parce que là, on est un peu moins dans le marketing. On est quand même, il y a en général les résultats. S'ils sont énoncés, les résultats, il y a un bout où les résultats, ils sont énoncés. Il y a un effet qui est statistiquement significatif, qui est que ça augmente de temps. Voilà, ça, on Mhm. peut se reposer là-dessus. Mhm. Ensuite, je pense que, évidemment, n'importe quel papier, au moment où on est intéressé, il faut lire toutes les lignes de l'appendice, toutes les notes de page pour vraiment comprendre et voir s'il y a des faiblesses ou pas quelque part, et de comprendre vraiment qu'est-ce que le papier nous dit et qu'est-ce qu'il nous dit pas. Mhm. Et ça peut demander vraiment un plus gros travail. Et donc, pour quelqu'un comme toi c'est ton métier de faire ça, on peut le dire comme ça, qu'est-ce que tu vas chercher en premier quand tu vas essayer de déceler des faiblesses dans un papier? Je pense la première chose, si je suis intéressé par le sujet, donc mettons ça de côté, Mhm. c'est évidemment de regarder les données. Ça, c'est vraiment la toute première chose, c'est de regarder la base avant les résultats. En fait, d'où viennent ces données et qu'est-ce qu'elles contiennent? Quelle est la taille d'échantillon? Qu'est-ce qui est dans l'échantillon? Est-ce que c'est une étude qui est mondiale? Est-ce que c'est un petit échantillon? Est-ce que c'est 30 individus? Est-ce que c'est 1000? Est-ce qu'ils sont pris sur une certaine période de temps au même moment? Est-ce que les données ont été collectées par un organisme qui est connu et qui est de bonne qualité, qui est reconnu? Mhm.
À quel point on peut croire déjà ces données? Parce qu'évidemment, on peut avoir un effet qui est statistiquement significatif si les données sont faussées à la base, c'est raté. On peut finalement rien dire non plus. Les tout premiers biais statistiques arrivent à ce moment-là. C'est au moment de la collecte des données. Mhm. J'ai fait un tout petit peu de consulting en stats aussi à côté de mon travail principal à l'université. C'est la première chose. Les gens arrivent avec des données. Si c'est déjà collecté, on va déjà essayer de comprendre si on va pouvoir travailler avec ça. Potentiellement, on peut fermer le projet dès le début si en fait les données ont été collectées d'une certaine manière qui a un biais systématique et qu'on va pas pouvoir le rattraper. On va Tu pas peux pouvoir donner, contrôler. Tu peux peut-être donner un exemple concret que tu as vu dans une certaine situation où les données collectées étaient simplement pas, on pouvait simplement pas les utiliser. Alors heureusement, ça m'est jamais arrivé. Est-ce que j'aurais un exemple? Imaginons, ça touche après on peut inventer plein de situations. Je sais pas si j'aurais une excellente situation ou exemple. Ap- Alors il y a plusieurs choses qu'on peut discuter aussi après. Au moment où on voit il y a un problème avec l'échantillon, Mhm. qu'il n'est pas représentatif potentiellement de la population, quelque chose qu'on peut discuter après aussi. Mhm. Euh, En fait, ça dépend les conclusions qu'on veut en faire. Imaginons que dans notre échantillon, en fait, on a sélectionné que des hommes et qu'en fait, on sait que l'effet, c'est une étude sur, je sais pas, quelque chose qui te parle en fitness. Et, Mhm. euh, et en fait, on a étudié l'échantillon est composé que d'hommes et on sait que sur ces variables-là, sur ces exercices ou cette étude qui est faite, il y a une différence homme-femme. Alors en fait, simplement, on va pas pouvoir tirer des conclusions pour la totalité de la population avec cette étude, mais on peut Mhm. simplement dire, bah, ça concerne uniquement les hommes. Et ensuite, il faudrait évidemment, c'est l'imitation de la recherche. On peut plus la vendre si l'objectif initial c'était de dire, voilà, on va étudier ça pour toute la population, c'est plus possible à ce moment-là. Il n'y a pas de moyen de le rattraper parce on a aucune variation, on n'a rien qui va représenter comment une femme va réagir à cette étude. Et Donc, je pense que c'est un bon point à relever parce que notamment dans tout ce qui est des études d'entraînement, de fitness, de performance, c'est un point qu'on voit revenir assez souvent, c'est que les études sont faites sur certaines populations. En général, par exemple, si c'est fait, disons, aux États-Unis, dans une université, ça va être avec des gens qui font l'université en sport ou proches de ça, ouais. qui ont tous un certain niveau dans le domaine étudié. Et après, c'est pas nécessairement un résultat qu'on peut transférer sur une autre population. Donc, par exemple, pour donner un exemple très concret dans le monde de l'entraînement, on sait qu'il y a un effet positif du travail de renforcement de base, donc par exemple du squat, du deadlift, etc. Donc améliorer sa force absolue va avoir un certain transfert sur un sprint jusqu'à un certain niveau. Passer un certain niveau, pour notamment les sprinteurs d'élite, le travail de renforcement, s'il est très important, il va avoir un effet négatif sur le sprint. Mhm, Donc, mhm, mhm. c'est très très facile de conclure et de dire voilà, si on squatte plus lourd, on va courir plus vite. Mais c'est seulement pour une population donnée. Comme tu l'as dit, il faut bien regarder la population qui était le sujet dans cette étude. Parfait, exactement, c'est parfait. C'est un point extrêmement important, ce qu'on appelle la validité externe. C'est vraiment comment est-ce qu'on peut extrapoler nos résultats en dehors du contexte de l'étude. Donc ça marche pour l'échantillon de l'étude. Puis ça Mmh. revient à cette question initiale. Qu'est-ce que c'est la première chose que tu vas voir, donc du coup que je vais voir, c'est vraiment les données. Qu'est-ce qu'il y a dans cet échantillon et quand je pense typiquement à la recherche, j'enseigne aussi les biostatistiques, les statistiques biologiques, j'imagine, pour les chercheurs en labo in vivo. Et typiquement, pour différentes raisons, ils utilisent principalement, très largement, en tout cas ce qui est utilisé en laboratoire, c'est des inbred, c'est des souris qui sont en fait génétiquement pratiquement exactement identiques. Mmh. Et en fait, ça fait que cet échantillon, avec des souris qui sont pratiquement exactement les mêmes, qui ont un code ADN qui est pratiquement identique, qui ont la même vie, elles sont nées dans le même contexte, en labo, elles ont toujours eu cette vie en labo, elles mangent la même chose, elles sont mises dans les mêmes cages, et ben en fait, on va tirer des conclusions pour cette race de souris très spécifique. Et en fait, si on Mmh. change un tout petit peu, on prend même un autre type de souris qui a aussi été élevé en labo, les résultats diffèrent. Et donc, quand on prend un échantillon qui est très, très, très similaire, on voit qu'en fait, on peut dire quelque chose avec pas mal de certitude, mais juste pour ces individus, et c'est pas forcément le cas pour d'autres individus. Donc, pour pallier à ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut avoir un échantillon qui est plus varié. On disait la même chose. Si on prend que des hommes, on va pouvoir dire quelque chose qu'avec des hommes, pour autant que c'est une variable, le genre, qui influence sur l'étude. Mmh. Ce qui va très généralement être le cas.
Et, euh, et sinon, si on veut avoir des conclusions plus larges, ben simplement, il faut un échantillon qui est plus large, qui contient, par exemple, pour les souris, différentes races de souris, différents poids, différents âges, et on peut voir comment ces variables, comment ces différents facteurs vont influencer ce qu'on essaye d'étudier. La même chose pour une étude de fitness, ça peut être, on va étudier peut-être des sportifs de très haut niveau, mais des gens qui sont de moins haut niveau, qui sont dans différents genres, différents âges, et puis là, on va pouvoir tirer des conclusions pour une plus large partie de la population. Mais ça a d'autres problèmes, c'est-à-dire que plus on a un échantillon qui est varié, plus il nous faut un grand échantillon pour pouvoir dire quelque chose. Et donc c'est un autre problème, parce que ça devient plus difficile, il faut augmenter la taille d'échantillon, c'est lié à des coûts, à des difficultés techniques et tout ça. Donc c'est pour ça qu'évidemment, pas tout le monde le fait. J'allais le dire, plus tu vas large, plus il faut de temps, plus il faut d'argent. Logistiquement, c'est plus difficile. Un des problèmes qu'il y a dans le fitness, c'est que bien sûr, c'est normal, hein, les athlètes de haut niveau, les coachs ou les organisations qui gèrent, on va dire, l'emploi du temps des athlètes de haut niveau veulent rarement les laisser partir pour faire une étude, en sachant que des fois, il y a des risques. Et aussi, ça enlève du temps d'entraînement. Donc ça, c'est difficile d'avoir des données très, très précises ou certaines données sur une population très élite de ce fait-là.